ce studio, opportunité de relance agricole au Congo est le thème de notre débat. J'ai à ma droite Tsenge Tsenge, entrepreneur agroalimentaire. Juste en face de lui, j'ai Michel Njombo, producteur agricole. Et à gauche de Michel, il y a Aurélien Nazaire Kenamiki, il est président des fermiers du village agricole d'Onko. Et en face de Aurélien, j'ai Alphonse Nongo, journaliste économique. Alphonse, tu avais la parole tout à l'heure, 1000 milliards pour relancer l'agriculture. Est-ce possible? Tu as dit non parce qu'on ne sait pas où le Congo ira lever ses fonds. Ah oui, c'est pas être un mauvais prophète. Je regarde les choses telles qu'elles se présentent lorsqu'on sait très bien qu'on va sous peu entrer forcément en programme avec le FMI, donc ce sera un programme triennal. Donc il y a des contraintes que le fonds va nous imposer, donc certainement on aura une légère marge de manœuvre. Donc ça pose déjà un véritable problème, certainement on va orienter tous ces financements dans des secteurs bien précis. Je ne suis pas sûr que ce soit l'agriculture. Et deuxièmement, je ne vois pas les partenaires multilatéraux et bilatéraux nous donner autant de moyens sur une période donnée pour que nous puissions avoir les 1000 milliards. Moi, j'ai dit le problème de l'agriculture au Congo, c'est vrai, ça peut être un problème, pourquoi pas aussi de financement, on en a parlé tout à l'heure, puisque nous ne respectons même pas déjà les contraintes que nous impose par exemple une institution comme l'Union africaine. Mais bon, il y a un véritable problème, c'est d'abord il faut ressusciter certains centres qui à un moment donné ont joué un très grand rôle dans le développement agricole dans ce pays. Je te rappelle un exemple qu'il y a par exemple un institut de recherche sur les huiles et les oléagineux qui était basé dans la Likumu dans les années 60-59. C'est cet institut, par exemple, qui a pu mettre la filière arachidière sur pied, avec notamment l'espèce d'arachide rouge. Finalement, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, qui a pris cette espèce, l'a développée. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a un Congolais qui s'est lancé dans le cadre de cette filière arachidière. On rachète ça au Sénégal pour revenir au Congo. Pareil pour la noix de palme. La noix de palme, c'est quelque chose qui était très bien développé dans ce pays dans les années 60. C'est pas parce qu'il y avait les colons. Mais évidemment, les Brésiliens s'en ont approprié, l'ont développé, et aujourd'hui, on est en difficulté pour dire on veut relancer, par exemple, la filière, n'est-ce pas, de la noix de palme, donc la filière de l'huile de palme. C'est autant de choses, autant d'émissions. Donc, il faut d'abord qu'on ressuscite, à mon humble avis, tous ces instruments d'expertise qui permettent d'asseoir une véritable agriculture. L'agriculture, ce n'est pas, si c'est l'agriculture de rente, c'est tant pis parce que c'est une agriculture de subsistance qui nous apportera. Mais il faut aller vers une agriculture industrielle pour être à même de rivaliser avec certains pays de la sous-région et pourquoi pas dans un contexte tout à fait régional, il faudrait qu'il y ait l'expertise. Il n'y a pas seulement des bras, il n'y a pas seulement des financements. Et je sais qu'il y a eu des financements par le passé, mais Dieu seul sait que ces financements ont été, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau, puisque toujours nous dépendons des importations en matière de produits et denrées agricoles. Alors je vais me retourner du côté de Michel, du côté de Aurélien et du côté de Tsenge Tsenge, parce que vous trois, vous êtes dans le domaine, vous pratiquez vraiment, vous êtes dans les œufs, l'huile de palme et autres produits additionnels, culture additionnelle, et vous êtes dans les champignons. Est-ce que vous pensez, vous qui êtes dans ce domaine, vous producteurs agricoles privés, est-ce que vous êtes suffisamment appuyé par l'État ou par les banques? L'appui de l'État ou l'appui des banques? C'est ce qu'il y a de... Je dirais, dans ce domaine-là, ils brillent par leur absence. L'État et les banques. Mais l'État et les banques, oui. Parce que d'abord, je vais vous dire une chose. Les banques, commençons par les banques, parce que c'est plus facile. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de liquidités qu'il y a, ils ont même plus de liquidités, mais il y a 5 ans, ils étaient surliquides. Et ils n'arrivaient même pas, ils ne finançaient même pas l'économie, c'est-à-dire les crédits. On a toujours dit, les Congolais, ils n'ont pas de dossier bancable. C'était la bonne... Écoutez, si vous avez un État sérieux, et c'est là que vient l'appui de l'État, qui manque également. Si vous avez un État sérieux, si les Congolais ne peuvent pas avoir des dossiers bancables, mais l'État peut faire en sorte que les dossiers des Congolais deviennent bancables. C'est là un appui. Vous payez des gens pour rendre le dossier de quelqu'un bancable. Là, ils sont absents. Donc là, en fait, c'est un faux problème que de dire « Ah oui, les dossiers des banques ne sont pas bons ». Donc les banques ne financent pas, ne veulent prendre aucun risque. Alors ils vous diront
c'est l'argent du déposant, moi je ne peux pas prendre le risque sur l'argent. Mais quand même, une fois j'ai posé la question au banquier, je dis, ok, vous ne pouvez pas prendre l'argent du risque sur l'argent du déposant, mais manifestement vous faites des bénéfices. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre des risques sur votre bénéfice? Est-ce que ces banques-là vous font confiance d'abord? Les banques, elles veulent financer des opérations à court terme, des opérations sans risque. Si vous voulez acheter de la friperie pour vendre, les banques vont vous financer. Si vous voulez faire de la construction industrielle comme nous on faisait, construire des machines, les banques ne vont pas vous financer, il y a trop de risques, pour eux il y a trop d'incertitudes dans ce domaine-là. Et donc il faut un mécanisme de financement particulier. Au niveau de l'État, à la limite je dirais, c'est pire parce que c'est la responsabilité de l'État quand même de mettre en place des politiques de financement du pays. C'est pire. On va aller du côté de Michel. Je pense en effet qu'il y a des lacunes dans l'accompagnement par le secteur financier du secteur agricole, mais ils sont peut-être frileux parce qu'ils ne sentent pas non plus que les bases sont posées. Ils ont peut-être l'impression que c'est comme jeter de l'argent dans un trou parce que l'expertise n'y est pas, il n'y a pas de système d'assurance sur les récoltes, il n'y a pas réellement de formation ni de recherche. Donc ils ont l'impression peut-être un peu d'être dans le flou, donc le risque est augmenté. Et ils se disent peut-être que c'est à l'État de faire le premier pas dans la structuration du secteur et eux suivront. Bon, au fond, est-ce qu'ils ont réellement tort? C'est comme vous avez un cousin qui revient du village, il avait un vélo, il dit qu'il veut de l'argent pour avoir un taxi pour faire un peu plus d'argent, mais vous savez qu'il n'a pas le permis de conduire. Bon, est-ce que vous allez prendre ce risque-là de lui financer l'achat du taxi parce que vous savez que vous lui faites même prendre un risque à lui et vous allez perdre votre argent. Donc il y a cet aspect de structuration et ça m'emmène d'ailleurs à faire une petite parenthèse de 2 secondes sur ce que Alphonse disait tout à l'heure, la recherche scientifique. Et peut-être que ça se fait aussi comme ça ailleurs, mais moi je trouve assez bizarre que la recherche scientifique liée à l'agriculture, donc la recherche agronomique, soit gérée par un ministère qui n'est pas le ministère de l'Agriculture, qui a peut-être un agenda différent, des objectifs différents. Je ne dis pas que les deux ne communiquent pas, ne travaillent pas ensemble, mais où, par exemple, les lycées agricoles, pareil, ne dépendent pas du ministère de l'Agriculture. Donc le ministère de l'Agriculture peut développer une politique, c'est vrai qu'il y a une cohésion gouvernementale qui doit exister, mais il y a quand même des connexions, parce que chaque ministère travaille un peu dans son coin à élaborer sa politique. Donc quand les banques voient un peu ça, ils se disent, bon, on va les laisser se structurer, on va laisser l'État faire le premier pas, et puis nous, on suivra derrière. Est-ce qu'on peut les plaindre? Aurélien? Oui, je pense que, comme a dit les autres, l'aide de l'État ou bien de la banque, l'État est démissionnaire. Partout, l'État est démissionnaire. Aujourd'hui, nous sommes un projet de l'État. Ce n'est pas un projet particulier. Les nouveaux villages agricoles locaux, c'est un projet de l'État. Et pour votre information, ça fait plus de 2 ans que nous envolions seuls. L'État ne nous assiste pas. C'est des véhicules amortis, des bâtiments vieillissants. Donc, il y a tout un tas de choses. Au niveau de la banque, nous ne sommes pas éligibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un cadre juridique. Ça fait 8 ans que nous sommes au nouveau village agricole locaux, pas de statut, aucun cadre juridique. Mais quel est cet investisseur qui viendra mettre son argent sans qu'il y ait des garanties? Et c'est ce que nous avons toujours déploré envers l'État. Nous avons chacun de nous, chaque famille, les 40 familles que nous sommes, 2 hectares à cultiver. Mais attendez, écoutez, les gens ne peuvent pas prendre le risque de faire un investissement à long terme sur ces 2 hectares parce qu'ils ne savent pas. Bon, mais moi je suis là, ça fait 8 ans. Demain ou après-demain, l'État peut venir dire, bon écoutez, bon, nous on veut mettre quelque chose ici et libérer. C'est ça la crainte. Donc je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Les nouveaux villages sont des projets de l'État. Ce ne sont pas des projets des exploitants que nous sommes. Et il va falloir que l'État crée des conditions, mette en place un cadre juridique pour nous accompagner à avoir justement des crédits et ainsi de suite. Faisons l'idéal. Imaginons qu'effectivement, le ministère de l'Agriculture arrive à mobiliser ces 1000 milliards pour la relance agricole. Quelles sont les cultures qui seront priorisées, selon vous? Moi, je pense qu'il faut prioriser toutes les cultures qui sont spécifiques
à notre consommation. Le manioc, par exemple, c'est vrai que c'est un lieu commun de dire qu'on doit encourager la culture du manioc, mais il faut encourager ce qu'on ne peut pas importer à bas prix ou ce qui n'est pas produit ailleurs. Par exemple, l'huile de palme, aujourd'hui, c'est l'une des seules cultures où on arrive à être plus compétitif que les importations. On arrive à être 40-50% en coût de revient plus bas que le prix de l'importation. Et donc, on ne va pas faire l'erreur d'aller investir ou d'aller subventionner le maïs, alors qu'on ne sera jamais compétitif sur le maïs. Donc, il faut cibler comme ça. Je n'ai pas la réponse parfaite avec la liste des cultures, mais il faut cibler vraiment des choses qui nous sont spécifiques et surtout aller le plus loin dans la transformation. Un exemple, par exemple, je reviens encore sur le manioc. Aujourd'hui, on importe, pour la farine de blé qu'on utilise dans le pain à la boulangerie, on importe 140 000 tonnes. 140 000 tonnes par an de farine. Mais vous savez, on peut faire de la farine de manioc, transformée, ou d'igname, transformée de façon industrielle. C'est inodore et ça n'altère pas le goût de la farine. Et on mélange, on incorpore entre 5 et 10% de la farine de blé et on baisse instantanément nos importations de farine de blé de 10%. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des acteurs, les grands moulins du Puy-Loup, Minoco, qui couvrent quasiment la production et la consommation à 100%, mais il reste quand même une part marginale. Et il faut trouver ce genre de cultures cibles qui sont spécifiques à notre consommation et qui nous permettent d'avoir un avantage concurrentiel par rapport aux importations. L'élevage, ça va ? L'élevage souffre au Congo, souffre encore parce que vous savez que le coût de l'aliment du bétail est trop élevé. Tout simplement parce que dans la fabrication de l'aliment de bétail, il y a au moins 60% du maïs. Le Congo, notre pays, n'est pas un pays producteur à grande échelle du maïs, donc il faut toujours importer. Est-ce qu'on ne peut pas substituer le maïs à autre chose ? Bon, ça c'est du ressort de la recherche scientifique. Ça c'est du ressort de la recherche scientifique. Mais sinon, qu'à cela ne tienne, je pense que l'État doit avoir des politiques de subvention. Je prends l'exemple du maïs. Le kilo actuellement est autour de 225-250. Ça coûte trop cher. C'est trop cher. C'est ça qui influence le coût de l'œuf. Parce que quand vous êtes au Cameroun, vous achetez le kilo à 125-150 francs. Le kilo de l'aliment de bétail. Ici, nous sommes à 350. Alors, quand vous prenez 350 avec d'autres charges, c'est ça qui fait que l'œuf coûte un peu plus cher. Donc l'État, au départ, dans la politique de mise en place des villages agricoles, il était prévu à Odiba, le 3e nouveau village, qui devait avoir comme mission la fabrication de l'aliment de bétail. Mais malheureusement, avec les difficultés financières, ce projet n'a plus été mis en place. Donc, nous pensons que l'élevage est en train de souffrir parce que en fait, le goulot d'étranglement au niveau de l'élevage, c'est l'aliment de bétail. Un mot sur la pêche, nous aimons tous du poisson. Est-ce que vous pensez que le Congo produit assez de poissons ? La pêche au Congo se porte-t-elle bien On n'en produit pas assez, puisque tout le monde sait que c'est du ressort quasiment des opérateurs privés, notamment chinois et quelques gens de l'Afrique de l'Ouest, dont des Béninois. Ce sont eux qui raflent la mise dans nos côtes pour faire la pêche. Mais je voudrais quand même rebondir sur un truc. Quand on parle des villages, je suis désolé, un exemple, on parle des villages, du nouveau village de Nko et consorts. Voilà l'exemple, prototype d'un exemple de manque de corrélation dans l'action gouvernementale. À peu près, c'est ce que disait Michel tantôt. Le projet du nouveau village a été géré entièrement par le ministère à la délégation générale de l'Entrave. Et le ministère de l'Agriculture n'a même pas été associé. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. En tant que journalistes, on est obligé de donner ces informations. Et c'est à la fin que le ministère de l'Agriculture est appelé juste comme bénéficiaire pour venir inaugurer un projet qui ne l'a pas suivi de bout en bout. Et ça pose un véritable problème. Donc, les gens qui sont à la délégation générale des grands travaux, qui sont certainement intelligents, mais peut-être qu'ils ignorent tout ce qui se passe dans l'agriculture, on a mis sur pied un projet sans tenir compte de certaines données qui sont totalement agricoles. Et voilà, ça pose un problème aujourd'hui. Comment s'étonner que ce projet meurt tout simplement
également comme nos réfugiés qui meurent, n'est-ce pas, dans la Méditerranée. Et donc ça pose un vrai problème. Voilà ce qu'on peut a priori dire. Et peut-être, permettez-moi, ce serait dramatique que je ne dise pas un mot sur ce que Tsenge et Michel ont dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même des garanties tenant compte de la situation macroéconomique de la sous-région. La dévaluation, peut-être, c'est renvoyé au calendrier, mais pour l'instant, il ne faut pas qu'il compte sur la dévaluation pour pouvoir être compétitif sur le marché. Il n'y en aura pas. Et il faut aussi quand même pas tout remettre sur l'État. L'État ne va pas être l'État-providence, l'État n'a rien fait. Ailleurs, comment est-ce que l'agriculture se passe en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et même le Nigeria, qui est un grand pays agricole, pétrolier, mais qui aujourd'hui investit, n'est-ce pas, dans l'agriculture. C'est le fait des opérateurs privés. L'État, à mon humble avis, en ce qui concerne le Congo, a déjà balisé le terrain. Les voies de communication, que nous n'avions pas dans les années 80, existent. Il y a quand même un effort qui a été fait, ce ne se fait même pas en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, avec un fonds de soutien à l'agriculture à hauteur de plusieurs milliards de francs CFA, même si ça a été dilapidé. Mais il y a un effort qui se fait. Il faudrait maintenant que les opérateurs privés eux-mêmes prennent le taureau par les cornes et sachent se battre pour pouvoir s'imposer sur un marché qui sera, dans les années à venir, de plus en plus concurrentiel. Les banques, il ne faut pas en attendre grand-chose. Les banques, non pas pour moi, je ne leur fais pas injure en parler d'incompétence. Ceux qui gèrent les dossiers pour des projets agricoles dans les banques, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'économie agricole ? Qu'est-ce qu'ils connaissent de la productivité marginale à l'hectare, du manioc, du maïs, ainsi de suite. Et il y a un autre problème qui est tout à fait technique, c'est que dans les banques, commerciales notamment, ce sont des banques, des projets comme les projets agricoles, mobilisent un peu ce qu'on appelle les ressources presque longues. J'ai dit presque. Tandis que les banques, elles sont beaucoup plus à financer des projets qui sont des projets qui exigent des ressources courtes. Ressources courtes, c'est quoi? Donc, quelqu'un qui fait l'import-export des produits donnés. Mais pour l'agriculture, le risque est quand même assez élevé. Et souvent, c'est aussi des ressources longues. Parce que pour pouvoir amortir un crédit, ça peut s'étaler sur 5, sur 7 ans. Et ça pose un véritable problème. Et je pense, Michel avait raison, en parlant en ce moment de la BDAC. Parce que c'est la BDAC qui peut nous offrir son expertise en ce qui concerne la mobilisation des ressources longues destinées à l'agriculture. Est-ce que vous pensez, cher monsieur, que finalement l'agriculture reste quand même la priorité des priorités? Ou c'est plutôt le contraire? Parce qu'il faut y aller. Hein. La difficulté, c'est l'absence de moyens de l'État aujourd'hui. Donc, on n'a aucune raison de remettre en cause la définition de cette priorité par le gouvernement. Mais le problème, c'est est-ce que le gouvernement a encore les moyens de sa politique? Donc peut-être qu'il faudrait revoir les objectifs un peu à la baisse et puis mobiliser le peu de moyens qui nous restent en l'utilisant comme levier, comme je disais tout à l'heure, en le plaçant dans le secteur privé. Donc je n'ai pas la solution miracle, mais je pense que peut-être qu'il faut changer un peu de fusil d'épaule. Je vais juste en face de vous. Priorité des priorités, oui, toujours. Mais il faut dire une chose, je pense qu'on a dit 1000 milliards affectés à l'agriculture. Ça montre que, bon, c'est une priorité, hein, ça reste une priorité. Mais le problème de l'argent, le problème de l'agriculture n'a jamais été un problème d'argent. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui ça devient un prétexte qu'on est en crise, il y a beaucoup moins d'argent, c'est un prétexte. Ce n'est pas un problème d'argent. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, hein, disons-nous les choses en face. Quand vous êtes quelqu'un ou un groupe de personnes, vous avez géré pendant 20 ans, et que pendant 20 ans, vous avez développé des réflexes de gouvernance, et que tout d'un coup, vous vous dites, il faut faire la rupture. Ou tout d'un coup, vous vous dites, ah, l'agriculture, il faut tout bouleverser et tout. Attendez, pendant 50 ans, vous avez développé des réflexes contraires. Et vous pensez qu'à 50 ans, on change comme ça? Non, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Non, là, il faut dire les choses très clairement. Ça veut dire que, bon, écoutez, les gens qui mettent en œuvre ne devraient peut-être pas être des gens. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez de la rupture, il faut mettre des gens de rupture. Vous voyez, si on veut faire de la rupture, ça doit se faire avec une nouvelle génération. Des gens qui viennent vraiment pour faire la rupture et non ceux qui ont été à la cause du phénomène que l'on veut régler. Voilà notre problème aujourd'hui. Oui, l'agriculture priorité, oui, parce que on ne peut pas bâtir une économie sur les énergies fossiles. Le pétrole,
ce sont des ressources tarissables. Donc, je pense que si on prend l'exemple des autres pays, on prend seulement le Cameroun. Le Cameroun, actuellement, ils sont suffisamment avancés. Ils importent pratiquement pas tout ce qui est poulet, œufs, n'en parlons plus. La banane, ils exportent même. Donc, je pense que l'agriculture, jusqu'alors, ça reste une priorité. Je pense qu'il faut que l'État, j'insiste sur ça, la volonté humaine. Il faut vraiment qu'il y ait de la volonté si on veut aller de l'avant. Vu que collecter des 1000 milliards, Alphonse, je reviens à toi, paraît être difficile ou quasiment impossible. Restons dans le secteur de l'économie du Il ne faut pas être pessimiste. Restons dans la diversification de l'économie. Y a-t-il un secteur qui pourrait être un levier pour financer le secteur agricole? Oui, on peut se servir du pétrole, qui déjà est notre première ressource budgétaire. On peut se servir des ressources du pétrole pour effectivement amener encore des privés, je dis bien les privés, je n'ai pas dit ceux qui sont dans le secteur public, à aimer l'agriculture. Et c'est vrai, Michel l'a dit tantôt, un ministère de l'Agriculture qui n'est pas en phase avec les programmes mis en place par le ministère de l'Éducation pour gérer le secteur éducatif qui parle de l'agriculture, ça pose un véritable problème. Il faudrait que tout cela soit, à mon humble avis, bien orienté pour que les jeunes, dès le bas âge, commencent à aimer les travaux de la terre et qu'on cesse de faire croire aux gens que pour être riche, il faut être député, il faut être conseiller municipal et pourquoi pas ministre. Ailleurs, vous avez des agriculteurs qui n'envient pas des ministres. Un pays comme la Côte d'Ivoire, je vous le dis, un agriculteur n'a rien à envier à un ministre. Et donc, je pense qu'il y a des leviers, notamment le secteur, pourquoi pas, du pétrole, mais aussi, pourquoi pas, le secteur de nouvelles technologies. C'est des choses, il faudrait que ceux qui sont des ingénieurs financiers soient associés, pourquoi pas, que l'État les mette à contribution pour proposer, pourquoi pas, des projets qui peuvent, dans ces cas de vache maigre, comment est-ce qu'on peut pouvoir faire pensionner un peu de moyens ici et là pour pouvoir soutenir l'agriculture. C'est l'agriculture qui constitue, à mon humble avis, le sous-bassement même de l'économie, du développement. Que personne ne me dise le contraire, un pays comme la Côte d'Ivoire, si il est en phase aujourd'hui engagé dans une semi-industrialisation, c'est grâce d'abord au secteur agricole. Des pays comme la Chine, c'est d'abord l'agriculture qui a été le sous-bassement qui amène aujourd'hui cette grande Chine à nous proposer des produits finis de qualité tout à fait appréciable. Donc il faut absolument que l'agriculture serve de base. Priorité des priorités, comme on l'a appris quand on était au lycée technique, on nous disait priorité des priorités avec industrie comme facteur déterminant, on nous parlait d'une certaine trilogie, et il faut qu'aujourd'hui ce ne soit pas que de 20 mots. Il faudrait absolument que l'État mette des moyens. Moi je ne parle pas de moyens financiers, je parle de l'expertise. Ceux qui pratiquent l'agriculture dans les villages, ils ont quel expert pour les guider? Ils n'en ont pas. Ils se débrouillent eux-mêmes. Mais justement, la relance, c'est tout ça. Hein. Oui, il y a des chefs de secteur agricole. Oui, il y a des chefs de secteur. Il y en a, mais peut-être vous en cours, mais je vous dis, au fin fond de Kakamweka, il n'y en a pas. Hein. Au fin fond de la Soinké, il n'y en a pas. Il nous reste 2 minutes. Je me retourne du côté de Michel. Finalement, encore de beaux jours pour le pétrole, afin de financer le secteur agricole. Non, je pense qu'avec les bonnes solutions, on arrivera à développer le secteur agricole. Je pense c'est vrai que le pétrole est une source de revenus pour le pays, donc on ne peut pas dire qu'on va faire fi de l'argent du pétrole tant qu'il est là, mais utilisons-le déjà mieux. Mais avec les bonnes solutions, l'expertise, comme on l'a dit, il n'y a pas que des solutions financières à nos problèmes. Le dernier mot vous revient parce que nous sommes à 30 secondes de la fin. Bon, moi je pense que l'État, en tant qu'acteur dans l'économie du pays, dans la diversification de notre économie, doit prendre ses responsabilités si nous voulons vraiment rêver d'un lendemain meilleur. Parce que les autres, ils le font. Quand vous êtes en Europe, en Occident, là-bas, ils subventionnent leurs agriculteurs. Et en les subventionnant, ça leur permet d'être compétitifs sur le marché. Donc je pense que l'État, avec une certaine volonté, peut faire à ce que l'agriculture soit développée dans notre pays.
Merci beaucoup, chers messieurs. C'est la fin de ce grand débat placé sous le thème opportunité de relance agricole au Congo. Mesdames et messieurs, merci et au prochain débat.